Voilà, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être restés aussi longtemps après une journée très longue. Je vais donc vous parler un peu des ministères de l'univers, des mystères, pas des ministères, des mystères de l'univers. Si jamais ça... Voilà. Alors, petite correction par rapport au programme, j'ai rajouté quelque chose à mon titre. J'ai déjà changé de fonction. Je suis ancien directeur du Open Lab, alors je fais autre chose maintenant. Et bientôt, je suis parmi les heureux qui vont partir à la pré-retraite. Voilà, c'est une des mes dernières activités que je fais ici à Paris. Voilà, merci beaucoup d'être venus. On parle de beaucoup de données. Et pour vous donner une idée, on parle de milliards de pétaoctets. Et si on regarde sur Wikipédia, on trouve ça. Les pétaoctets, vous connaissez. Nous, on se trouve dans la bande jaune, dans les yotta-octets. Et parfois, je dis à mes amis, on ne fait pas plus que ça parce que Wikipédia n'a pas de nom. Évidemment, ce n'est pas vrai. Alors, je vous parlerai de ça. Une petite vidéo de 10 minutes sur le LHC, un peu pourquoi, la motivation scientifique, pourquoi on fait ce genre de recherche. Le CERN à Genève et la communauté des chercheurs qui travaillent au CERN. Comment, quels sont nos outils. Et l'essentiel, évidemment, c'est le traitement de données vu par quelqu'un qui s'est occupé pendant pas mal d'années de l'informatique. Alors, et en fait, je ne vous cacherai pas qu'il y a aussi des premiers résultats, pas encore des grandes découvertes, qui, j'espère, vont venir dans quelques mois. Alors, sans plus attendre, je vais demander à la régie de nous faire passer la vidéo sur le LHC en 10 minutes. Un des lieux les plus froids de la planète. Et voici un des lieux les plus froids de la galaxie. Voici le lieu le plus chaud du système solaire. Et voici l'un des lieux les plus chauds de l'univers. Le plus grand nombre d'aimants de haute technologie jamais construit. L'instrument électronique le plus grand et complexe sur Terre. Il occupe une grande partie de la région genevoise. Mais vous ne le verrez pas, même si vous le cherchez. Car pour le voir, il faut creuser. À 100 mètres de profondeur, logé dans un tunnel de 27 km, le Large Hadron Collider est prêt au démarrage. Bien qu'elle ressemble beaucoup à un énorme tuyau de gaz, cette machine est le plus puissant accélérateur de particules du monde et il a été conçu avec les technologies les plus sophistiquées. Plus de 9000 aimants guident deux faisceaux de protons sur une trajectoire circulaire et les font accélérer à des vitesses proches de celles de la lumière. Ensuite, les faisceaux entrent en collision avec l'énergie d'un TGV. On peut faire collisionner deux objets à une énergie très élevée. Et on obtient un objet de masse équivalente à la masse des deux objets qui se sont percutés. Cet objet va exister pendant un très court instant. Et on va le découvrir simplement en le créant. À chaque seconde, 2 milliards de protons s'écrasent dans le LHC, en recréant les conditions qui existaient moins d'un milliardième de seconde après le Big Bang, lorsque l'univers est né, dans une explosion d'énergie primordiale. Le plus intéressant est que certains de ces objets, ou particules, sont très différents des particules qu'on a collisionnées. En fait, il s'agit de particules qui n'existent plus dans notre monde.
Et bien qu'elles n'ont existé que pour une très courte période à la création de l'univers, elles ont joué un rôle fondamental dans la formation de l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Si nous voulons comprendre l'origine de l'univers, l'un des ingrédients que nous devons comprendre, ce sont ces particules, qui n'existent que pendant très peu de temps et qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui dans des mines, car elles se sont complètement désintégrées à l'origine de l'univers. Mais on dirait que plus on étudie, plus on y regarde de près, plus il y a à découvrir. Car il y a des mystères très étranges dans l'univers. Nous savons que la masse peut se transformer en énergie, mais on ignore comment cela se produit. Nous savons qu'un millionième de seconde après le Big Bang, la matière n'existait pas en forme de protons et neutrons, mais dans un état complètement différent. Et nous savons que la force de gravité fut très importante dans les premiers instants de l'univers, mais nous ne savons pas encore comment ça marche. Mais peut-être que la réalité soit beaucoup plus proche de la science-fiction que de notre monde. Le LHC est comme un vaisseau spatial, s'aventurant dans l'inconnu à la recherche de réponses. 4 grandes expériences, Atlas, Alice, CMS et LHCb, ont construit des détecteurs gigantesques sur l'anneau du LHC pour capter l'instant de collision des particules. On s'en servira pour en savoir plus sur les mystères de l'univers. Dans le ciel nocturne, on peut voir des milliers d'étoiles. Mais ce que nous pouvons voir ou détecter n'est que 4% de l'univers. Le reste est fait de matière sombre et énergie sombre. Si l'univers était rempli seulement de la matière que nous connaissons, ce que nous pouvons voir avec nos propres yeux quand nous regardons le ciel, les galaxies et les amas de galaxies ne bougeraient pas et ne tourneraient pas de la façon dont nous les observons aujourd'hui. Nous croyons qu'il y a quelque chose d'autre qui modifie leur mouvement, mais pour le moment, nous ne pouvons pas voir ou détecter de quoi il s'agit. Il y a une théorie qui pourrait expliquer la matière noire, c'est la supersymétrie. Selon cette théorie, pour chaque particule que nous voyons, il y a une autre particule appelée son partenaire supersymétrique, car l'une de ces particules supersymétriques pourrait bien être la particule dont consiste la matière noire. Si ces particules supersymétriques existent, les expériences Atlas et CMS les trouveront. Mais la matière sombre n'est pas la seule chose que nous ne comprenons pas. La matière et l'antimatière furent créées en quantité égale à la naissance de l'univers. Mais nous savons aussi que quand la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent, elles se détruisent et disparaissent en pure énergie. Le détecteur LHCb est un instrument de précision qui nous aidera à découvrir la vraie nature de ce mécanisme. L'idée dans l'expérience Alice est d'utiliser le LHC pour recréer des conditions de haute température similaires à celles qui se sont produites dans les premiers instants de vie de l'univers. Ceci devrait nous permettre de recréer des petites gouttes de cette matière primordiale pour pouvoir en étudier les propriétés. Le vide est une substance, et comme toute autre substance, on peut la faire vibrer. Et les vibrations du vide s'appellent particules de Higgs. LHC est probablement assez puissant pour prouver que la particule n'existe pas, si tel est le cas. La particule de Higgs est essentielle à la physique théorique, car elle est différente de toutes celles qu'on a découvertes jusqu'ici. Elle est responsable de la masse de toutes les autres particules. Ces 2 détecteurs ont été conçus pour rechercher la particule de Higgs. Mais si on ne le voyait pas? Si tel est le cas, ce serait fantastique, car cela voudrait dire que nous n'avons rien compris. Et la meilleure situation dans la science, celle qui précède toutes les grandes révolutions, c'est quand on se rend compte qu'on n'a vraiment rien compris. Il serait possible que la réalité soit très différente par rapport à cette vue de l'univers en 3 dimensions. Et tout ça, ça serait vraiment époustouflant. Il y a une autre théorie, appelée la théorie des cordes, dont le but est d'unifier dans un seul modèle toutes ces particules que nous observons. Donc, selon la théorie des cordes, toutes les particules sont différents modes vibratoires d'un seul objet qui est une corde vibrante. L'une des conséquences surprenantes de la théorie des cordes est que l'on arrive à la conclusion qu'il doit y avoir d'autres dimensions dans l'univers. Si
Si le LHC a la chance de pénétrer avec sa grande énergie dans ces points qui contiennent d'autres dimensions, un tout nouvel horizon de découverte s'ouvrira. Vous regardez 12 000 tonnes de métal et électronique qui ont été assemblés avec une précision de 5 microns, c'est-à-dire 5 millièmes de millimètre. Il a fallu plusieurs sociétés, des centaines d'universités et instituts de recherche et des milliers de scientifiques et ingénieurs pour assembler ces instruments. Les détecteurs de CMS et Atlas représentent probablement les instruments les plus complexes que la science n'ait jamais conçus. Le LHC et ses détecteurs produiront des milliards d'événements intéressants chaque mois. Mais il nous faudra la puissance de calcul de la grille pour nous dire ce que nous avons trouvé. Il pourrait y avoir une grande découverte concernant l'espace-temps ou la structure fondamentale de la réalité. On pourrait créer une série complète de nouvelles particules. On pourrait faire des trous de verre, qui sont des petits trous dans l'espace-temps, qui permettent le passage d'un point à un autre dans l'espace et dans le temps. Donc, on pourrait voyager dans un autre temps. La recherche scientifique est un voyage passionnant, avec une carte très grossière et imprécise et une destination inconnue. Nous sommes un peu comme des explorateurs d'antan. Nous savons qu'il y a beaucoup à découvrir, mais si nous savions exactement comment et quand nous le découvrirons, ce ne serait plus de la recherche. Et la recherche est la force primaire qui fait le monde dans lequel nous vivons. Car aucune des choses qui font notre confort n'existerait sans la recherche fondamentale que nous avons effectuée en électricité, magnétisme et physique nucléaire pendant les 2 derniers siècles. Aucune recherche appliquée sur la bougie, par exemple, n'aurait pu nous donner la lumière électrique. La science a besoin d'un espace de créativité et d'imagination. Et le LHC nous guidera dans un voyage vers l'inconnu. Voilà un petit aperçu de ce qui se passe à Genève et en France, parce que l'accélérateur passe la frontière tout le temps. Heureusement, les douaniers ne demandent pas le passeport particules. En fait, ils font 11 000 tours par seconde, il faut être rapide. Et on sait que les douaniers suisses, en général, ne sont pas réputés pour être extrêmement rapides. Mais ils sont très gentils et efficaces. Voilà. Il faut quand même lire comme voilà. Alors, je vais passer tout de suite à la motivation scientifique qui était évoquée déjà un peu dans la vidéo. On regarde l'univers, et c'est surtout l'astrophysique qui regarde l'univers et qui regarde en arrière pour comprendre d'où on vient. Et cet univers est en train, d'abord il y a des dimensions énormes qu'on ne peut même pas imaginer, on connaît les chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire 13 milliards d'années-lumière? C'est énorme, c'est pas inimaginable. Moi je ne peux pas le comprendre, avec mon sentiment, je connais les chiffres évidemment, mais je ne comprends pas. C'est vraiment pour un être humain inimaginable. Et depuis 13,7 milliards d'années. Si on regarde cet univers d'une façon un peu différente, en termes de centimètres ou de kilomètres, c'est ça que le chiffre que ça fait, on peut observer de ce côté droite, en fait, avec des télescopes, on peut regarder en arrière. Et on trouve à un moment donné, très près du Big Bang, qu'il y a un trou où la lumière n'est pas pu sortir parce que la matière était tellement dense que la lumière n'a pas pu quitter. Ça veut dire, même si on regarde les étoiles aujourd'hui, en fait, ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe là-dedans. C'est peut-être des étoiles qui ont éteint depuis des milliards d'années, mais la lumière nous parvient toujours. Par contre, là, on ne le voit pas. Et ce qu'on essaye de faire avec LHC, d'aller plus loin, d'aller de l'autre côté, de créer des conditions qui correspondent justement à la situation qu'on a eue en quelques fractions d'un milliardième de seconde après le Big Bang. On ne peut pas créer le Big Bang, heureusement, autrement ça fera des dégâts. Alors, ce qu'on fait, on fait beaucoup, des milliards de microscopiques Big Bang. On essaie de comprendre d'une façon statistique ce qui s'est passé à l'époque. Alors, si on regarde du point de vue particules et température,
c'est pas très bien lisible. Probablement, il y a une échelle, on dit le temps. Ici, au début, c'est 10 puissance moins 37 secondes après le Big Bang. Les températures correspondent à 10 puissance 28 Kelvin. C'est aussi des choses, ça fait plus chaud qu'à Paris même. Et puis, 10 puissance 15, c'est l'énergie calculée en giga-électronvolts. En fait, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, selon le mode d'opération de la machine, on arrive à arriver jusqu'ici. D'avoir des situations où les particules, même les composants de base de la matière, se trouvent dans un état libre. Ici, ils ne sont pas libres. Là, en nous, la matière est froide. La matière, c'est les atomes, les molécules, comme on les connaît. Mais si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé au début, il faut chauffer beaucoup. Et c'est exactement ce qu'on fait. Alors, malgré un modèle théorique excellent qui explique presque tout, il reste des mystères. On ne sait pas d'où vient la masse des particules. Et on pense que cette fameuse particule de Higgs qui a été définie théoriquement il y a 50 ans par un professeur à Édimbourg, qui est toujours vivant et qui attend le prix Nobel si jamais on trouve sa particule. Et on n'a pas pu l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Alors on se demande... On ne sait pas de quoi sont faits 96% de l'univers. On connaît ce qu'on voit là dehors, c'est que 4%. C'est comme intriguant de savoir où s'est passé toute cette matière. Et on le sait parce que les galaxies bougent d'une façon qui n'est pas explicable. Il faut avoir une grande masse quelque part qui est cachée. Alors, pas d'antimatière. Quand nous créons dans le laboratoire des particules, ça vient toujours de pair. Un électron vient toujours avec un positron. Un proton avec un antiproton, un muon avec soit positif et négatif. On n'arrive jamais à produire quelque chose on a un seul des deux. Par contre, on regarde dans l'univers, il n'y a que de la matière. L'antimatière a disparu. Et si c'est correct, au début de l'univers, les deux ont dû s'annihiler complètement. Et il ne restera que de l'énergie. Ben, pour une raison que nous ne connaissons pas encore, il y a une petite différence entre les deux. Et cette petite différence, c'est vous et moi et tout l'univers. Parce qu'une règle, quelque part, n'est pas 100% symétrique. C'est comme intriguant de savoir d'où ça vient. Et on ne sait pas dans quel état se trouvait la matière tout de suite après le Big Bang. Et on essaye d'en comprendre un peu mieux. Je pense qu'on n'arrivera jamais vraiment à aller jusqu'à là parce que la Terre n'est pas assez grande pour faire des accélérateurs assez grands. Et surtout, les budgets ne sont jamais assez grands pour faire cette recherche. Et il faudra aussi des politiciens qui peuvent réfléchir plus longtemps que 4 ans. Et c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant. Voilà. Alors, ce qu'on essaye de faire... Merci. On essaye de créer dans le laboratoire des minuscules Big Bang, mais à de grandes quantités. On convertit l'énergie des protons, c'est le noyau du gaz du hydrogène. C'est quelque chose de très simple. On prend une bouteille de gaz, on ouvre, on met ça dedans, on les bouscule un petit peu, et les protons qui sortent, et puis après on les accélère. Voilà. La recette est très simple. La technologie est un peu plus compliquée. Alors, on peut, selon la formule d'Einstein, on peut les convertir, cette énergie, en masse, et cette énergie peut créer de nouvelles particules qu'on va observer. On observe les résultats, et compare avec les théories, et après, on se gratte la tête. Si jamais les théories qui existent maintenant, on va dire, on peut prouver, par exemple, que la particule Higgs n'existe pas, ben, ça veut dire qu'on n'a pas compris grand-chose, et on recommence, et les théoriciens qui ont travaillé là-dessus pendant les 30-40 dernières années, ils vont recommencer à zéro, à aiguiser leur crayon. Voilà. C'est ça un peu la recherche fondamentale. Et évidemment, à la fin, quelqu'un espère de gagner un prix Nobel, je pense, j'espère. Alors, comment ça marche? On a 2 faisceaux de particules qu'on met dans un accélérateur, dans 2 tubes. Ces 2 tubes distingués, oups, c'était pas prévu, rouge et bleu, hein, juste pour visualiser. On les accélère à presque la vitesse de la lumière et on fait collisionner. L'énergie correspond à un TGV qui roule à 80 km à l'heure. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait avec, parce que ça peut faire des dégâts si on ne fait pas très attention. Et on fait ça avec une fréquence de 40 MHz. Hein? Et dans chaque paquet, il y a beaucoup de protons qui se croisent. Finalement, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est très très rare, 1 sur 10 puissance 13. Ça veut dire, en général, on a une chose intéressante par jour.
si on fait à 40 MHz les 86 000 secondes qu'on a par jour. Alors c'est quelque chose d'extrêmement rare, 1, 10 puissance 13. Et c'est là où il y a la complication. C'est pourquoi on doit créer autant de collisions. Autrement, on devrait attendre des années, et ça coûte cher aussi, parce que finalement, on a aussi des salaires. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu du CERN, de la communauté, et ensuite, on va retourner sur les principes et les outils, comment on fait. Le CERN a été créé juste après la guerre, en 1954. À l'époque, il existait encore des scientifiques et des politiciens qui ont eu la vue un peu plus longue, qui ont dit qu'il faut un laboratoire en Europe, après la guerre, qui va mettre d'une façon pacifique les scientifiques ensemble. Alors, le CERN a été créé il y a 57 ans, avec les 4... Ça, c'est le why, hein, en fait, qu'on a entendu ce matin. Ça, c'est le mission, le vision, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est ça. La recherche fondamentale, innovation technologique, formation, éducation et le rapprochement des peuples. Et certainement, je pense que c'est une réussite dans les 4 domaines, parce qu'on a aujourd'hui plus qu'une centaine de nationalités qui travaillent pacifiquement ensemble. Tous les résultats sont disponibles ouvertement, pas de secret. Pas de recherche militaire, c'est définitivement exclu par la constitution du CERN. Et je trouve qu'on a maintenant, même pendant la période de la guerre froide, on a pu travailler ensemble très, très, très bien. Et je suis très content que ça continue à exister maintenant. Alors, le CERN, c'est la propriété, si vous voulez, de 20 pays membres de l'Europe. Ça, c'est la liste des pays. On a un budget d'à peu près 1 milliard de francs suisses. On est 2500, 2200 fonctionnaires, employés, des boursiers, c'est des jeunes, des postdocs qu'on paye aussi. Et puis, ce qui est très important, on a 10 000 utilisateurs. Et ça, c'est très intéressant. Ces utilisateurs ne sont pas employés par le CERN. C'est des professeurs qui travaillent chez eux dans les universités au niveau mondial, partout. Et c'est eux, en fait, qui construisent les grands appareils pour faire la détection des particules. Chacun un bout dans son institut. Après, par camion, avion, bateau, ça arrive à Genève. On les met tout ensemble, on met sous terre, on monte ça et on monte les expériences. L'avantage, c'est que c'est ces chercheurs-là qui sont au niveau mondial, qui travaillent avec les jeunes dans les universités et qui font de la formation. Ça veut dire, nous, au CERN, on a un outil qui est utilisé par les chercheurs. Voilà, les derniers développements. L'année dernière, le conseil du CERN, c'est notre governing board, a décidé d'ouvrir la possibilité de devenir membre aussi au-delà de l'Europe. Entre-temps, il y a 5 pays qui ont postulé, les candidatures ont été acceptées, mais c'est de longues tractations. Finalement, on aura d'autres pays qui vont joindre le CERN au cours des années à venir. Ça, c'est une carte des utilisateurs. En bleu, vous voyez les pays membres, c'est de l'Europe. Ensuite, les autres, des observateurs en jaune, en bleu léger, et puis le reste en jaune. Alors là, on a presque 10 000, et on a carrément des gens pratiquement du monde entier. Voilà. Les méthodes, alors nos outils de recherche. Comment on fait? On a 3. L'accélérateur pour créer les collisions des particules. C'est ça qu'on fait le microscopic Big Bang. On en fait beaucoup. Autour de ça, on met une caméra 3 dimensions, une caméra qui est plus grande que le bâtiment, qui a une hauteur de 25 mètres de haut, 50 mètres de long. Et c'est une caméra qui a à peu près 100 millions de pixels. 100 millions, c'est pas beaucoup parce qu'une bonne caméra aujourd'hui a 40 millions. La différence, c'est nous, on peut prendre 40 millions de photos par seconde. Et je peux vous dire, ça fait des données. Ça fait des pétaoctets par seconde. Typiquement, un appareil comme ça crée un pétaoctet par seconde. Alors quelqu'un va se dire, mince, je vais leur vendre mes disques parce qu'avec ce disque qu'ils vont acheter, alors là, non, on les écrit pas sur disque, on ne peut pas. Voilà, on a des systèmes informatiques en rapport pour gérer ça, mais la partie la plus importante, c'est qu'on doit traiter ces données en ligne. Ça veut dire toutes ces données qui sont créées, il faut les regarder un par un. Chaque collision, il faut regarder, on a un petit peu de temps de réfléchir, à peu près 3 microsecondes, et là, il faut dire oui ou non. En fait, on dit
peut-être on garde, la plupart du temps on dit non, parce qu'il y a beaucoup de collisions qui créent des situations de physique qu'on connaît déjà, alors c'est pas la peine de les enregistrer. Mais on ne sait pas en avance qu'est-ce qui se passera quand je fais la collision. Alors c'est pourquoi on est obligé de faire autant de collisions pour retenir relativement peu de données après. Voilà, alors pour justement faire cette partie de l'informatique, on a décidé il y a quelques années de mettre ensemble à peu près 130 centres de calcul interconnectés par une clé informatique. Ça, c'est une solution qui n'est pas purement technique, elle est aussi un peu politique parce que chacun veut mettre sa machine dedans. Et surtout, il ne faut pas prendre de l'argent du contribuable, envoyer dans un autre pays, il faut le dépenser chez nous. Et les gens qui adorent de pouvoir mettre leurs bras autour de leur serveur, on appelle ça server hacking, parce que quand je vois mon serveur, c'est mieux que de voir le serveur chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Voilà. Alors ça, c'est une photo aérienne, l'aéroport de Genève, le Jura derrière, et là, il y a sous terre cet anneau sur lequel on a les 4 expériences, dont on a parlé déjà dans la petite vidéo. Et là, vous voyez la frontière. Tout ça, c'est la France. Derrière, la plus grande partie, on fait une seule expérience se trouve en Suisse, les autres se trouvent en France. Parce que c'est comme ça, voilà. Alors, ça, c'est une vue de l'intérieur de l'accélérateur. On voit ces grosses des tubes bleus. C'est des cryostats qui contiennent des aimants superconducteurs. Et à l'intérieur de ces aimants-là, on a en fait 2 tubes qui ont un diamètre comme ça, dans lesquels les particules se promènent. Alors, si vous avez une particule et vous l'accélérez, elle va tout droit, toujours. Il n'y a aucune raison de faire de cercle. Alors, vous lui faites un champ magnétique, vous le forcez. Voilà, un champ magnétique. L'autre particule qui va dans le contresens, il faut lui donner un champ magnétique opposé. Alors, vous avez 2 champs magnétiques très très forts, l'un à côté de l'autre. C'est pourquoi elles se trouvent dans 2 tubes différents. Maintenant, vous allez dire, mais 2 tubes différents, comment ils vont faire des collisions ? Ah, on a pensé à ça, évidemment. Autrement, on pourrait dire, on dépense tout cet argent-là et quelques secondes minces, on n'arrive pas à les mettre ensemble. Non. Il y a des endroits où c'est tout droit, qu'on appelle la long straight section de quelques centaines de mètres, et on met un X qui est très très blanc, très aigu. Et en fait, c'est un autre avantage, parce que les particules vont faire comme ça, 8 fois. Parce qu'autrement, on sait qu'ils sont à l'intérieur, on a un parcours plus court. Ça ne marchera pas. Alors, il faut faire alterner à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et là où ils se croisent, on peut les faire collisionner. Et exactement autour de ce point-là, on monte ces monstres expériences, ces monstres caméras pour observer ce qui se passe. Alors, voilà. Les faire collisionner, ce n'est pas si simple que ça, parce que les particules sont quand même très petites. Même si vous mettez beaucoup de particules, c'est beaucoup plus facile de faire passer l'un à côté de l'autre, mais de faire collisionner. Je vous montrerai un peu de détails plus tard. Alors, toute cette partie-là, pour faire des champs magnétiques très forts, il faut des superconducteurs. Qui dit superconducteur, qui dit cryogénie. Tout l'anneau est à une température de 1,9 Kelvin. C'est presque le zéro absolu. C'est la plus grande quantité d'hélium liquide qui existe au niveau mondial, et ça coûte une petite fortune. Alors, pendant un certain temps, on a acheté tout ce qu'il y avait sur le marché pour le mettre là-dedans. Et il faut le garder froid. Déjà, juste pour garder l'appareil froid, ça nous coûte une certaine énergie, parce qu'il faut des compresseurs, il faut refroidir, et l'énergie qu'on met dedans, c'est à peu près 32 mégawatts, juste pour le tenir froid. Par contre, une fois qu'on a mis le courant dedans, c'est aucune résistance, on n'a pas de consommation de courant, parce que c'est superconducteur. Voilà, alors quand l'accélérateur tourne, c'est comme ça, c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure à 2h cet après-midi quand j'étais en train d'attendre. Alors j'ai pris un screenshot, ça en fait c'est le plot de l'accélérateur, vous voyez l'heure, hier 17h, cette nuit 2h du matin, etc. Alors là ce que vous voyez c'est la partie noire qui correspond au champ magnétique de l'aimant, parce que quand vous accélérez des particules, ils vont de plus en plus lourd et rapide, il faut faire suivre le champ magnétique tout doucement, autrement ils vont aller dehors. Alors là, avec la ligne rouge et bleue, on a rempli l'accélérateur, on monte le champ magnétique et on le garde constant. Et évidemment, les particules diminuent avec le temps, on a des pertes, où ils commencent à se taper dessus, et puis finalement, quand ça dure assez longtemps et il n'y a plus assez d'intensité, on coupe. Ça veut dire le cycle pour accélérer, ça prend à peu près une bonne demi-heure.
Mais après, ça peut tourner 12, 14 heures et ça, tout le temps. Et actuellement, on a une fréquence de 20 MHz de collision. Le design est pour 40, on passera à 40 plus tard. Actuellement, la machine est pratiquement à 20% de l'intensité finale. Et ça marche très très bien. vous avez certainement entendu qu'au début, quand on a démarré en 2008, on a eu un Big Bang, mais ce n'était pas le bon. Et l'accélérateur, c'est carrément, il y a eu un grand problème sur une interconnexion d'aimants qui nous a retardé pendant 1 an. Ça nous coûtait quelques millions pour réparer. Et voilà, c'est la recherche, c'est tous ces prototypes qu'on fait. On ne peut pas acheter ça au printemps ou ailleurs. Hein. Voilà. Alors, je pourrais parler longtemps de l'accélérateur. Je ne suis pas un spécialiste des accélérateurs, mais vous imaginez, pour contrôler un faisceau qui a une énergie comme un TGV, il faut faire attention. Il faut apprendre doucement comment le diriger. Alors, ce qui est intéressant aussi, une fois qu'on n'a plus besoin du faisceau, qu'est-ce qu'on fait? Ou si jamais il y a un pépin. Là, on a pensé aussi à ça parce que ça peut arriver. Alors, on a un aiguillage, un endroit où on peut ouvrir. C'est comme dans une gare, et puis le train, on va le mettre dans un gros bloc. Il ne freinera pas, plein pot dedans. En fait, on en a 2 parce qu'il y a 2 faisceaux, on va envoyer un à gauche et un à droite. Alors, ce qu'on fait dans ce petit train avec beaucoup de paquets qui circulent, on laisse un trou. Et au moment où le trou passe au-dessus de l'aiguillage, on change, pouf, et le train va là-dedans. Et en même temps de l'autre côté. Et ça va très vite. On a besoin au maximum quelque chose comme en moins qu'une milliseconde pour le faire. Parce que ça correspond à quelques tours du faisceau. Voilà. Je parle vite des expériences. Je vais prendre l'exemple de l'expérience qui s'appelle Atlas. Ça, c'est une photo de l'expérience. Vous arrivez à voir, il y a un bonhomme là en bas. C'est pas un Playmobil, hein. Ça, c'est la taille d'une personne. Ça vous donne un peu l'idée. Ça, c'était en 2005, quand le détecteur était encore vide à l'intérieur. Et entre-temps, on l'a rempli avec des capteurs. Alors, c'est complètement rempli de capteurs et d'appareils de mesure. Et le faisceau arrive de l'autre côté et de ce côté-là. Et la collision a lieu au milieu du détecteur. Voilà, c'est ça qui fait les 150 000 capteurs et ça crée ce pétaoctet par seconde. Voilà, quelques images pour vous donner à peu près une idée de la taille, quelques photos. Vous voyez les personnes parfois là-dedans. Là, c'est l'accès, un puits d'accès où on descend le matériel avec les grues. Une autre pièce qui arrive. Là, une grande roue avec des détecteurs pour capter certains types de particules. Là, c'est cette partie-là qui est intéressante. Là, vous voyez à nouveau ce petit bouchon. Et ce petit bouchon, quand vous le rencontrez dans la rue, c'est ça. D'accord? Et quand vous essayez de le mettre dedans, parfois ça coince. Ça, c'est un peu trop haut. Mais on peut enlever en dessous avec des pattes pour glisser sur des coussins d'air. On arrive à mettre à l'intérieur, descendre en bas. Alors, c'est vraiment des appareils énormes et tout ça, c'est rempli à l'intérieur avec plein de mesures. Il y a des câbles, de l'électronique. L'électronique, d'ailleurs, doit être résistant à la radiation parce que quand on fait beaucoup de collisions de particules, il y a de la radiation. Voilà. Alors, pour les détecteurs aussi, on pourra parler pendant des jours. On va vite passer au traitement des données. Alors, hein, c'est une grosse boîte de foin. Et là-dedans, caché, il y a une aiguille. C'est ça qu'on cherche. Alors, rapport signal-bruit, 10 puissance moins 13. On doit filtrer, on regarde de toutes ces informations qui arrivent, une collision sur 1 million, ou 10 millions à peu près. Ça veut dire, on doit être sûr de ne pas rejeter la bonne. Parce que autrement, votre science, il n'y en a pas. D'accord? Alors, c'est vraiment, on a des critères très très stricts. Et c'est ça l'art qu'on a appris avec des années, d'autres expériences pour savoir comment faire cette sélection. Au début, il y a 10 ans, on disait qu'on a fait l'estimation pour le computing, ils font 100 000 of today's fastest CPUs. Hein? Et ça, c'était vrai pendant 10 ans. On a complètement ignoré qu'il y a Moore's Law. Et bien sûr, on le savait, mais on n'a pas dit, hein, parce qu'on savait déjà tout ce que vous pouvez donner à un physicien, il veut toujours 2 fois plus. Et c'est vrai à chaque moment de la journée. 45 pétaoctets de stockage, c'est ce qu'on a dit. En vérité, ce qu'on a fait,
On a 200 000 CPU aujourd'hui, et cœur, et on a 150 pétaoctets de stockage sur disque. Et 150 pétaoctets de disque, ça fait beaucoup de drives, et ça fait beaucoup de drives en panne quand ça ne marche pas. Voilà. Alors en plus, on a une participation et un financement mondial. Chacun a contribué un peu. Vous pouvez vous imaginer avec des règles différentes, des règles d'achat, avec des priorités, des préférences. Comme si, alors ça, tout ça, c'est un miracle que ça marche. Parce que point de vue, en fait, c'est une aventure humaine aussi. Parce qu'on n'a pas de hiérarchie. Il n'y a pas un chef. Tout le monde se met ensemble, comme dans une salle, comme ici, et dit voilà, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, je dis oui, je fais ça, l'autre fait ça. Et ils font des promesses, on écrit un petit papier, on le signe, mais bon, valeur juridique, il n'y en a pas. Alors c'est la confiance que les gens mettent ensemble. Et c'est le but, le fait pourquoi ça fonctionne, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul accélérateur où tous ces gens peuvent faire de la même physique. Si on avait l'argent pour faire 2 accélérateurs, on aura 2, c'est sûr. Ils ne vont pas être les mêmes. Alors, uniquement parce qu'on est forcé, c'est pourquoi ça marche tellement bien. Voilà. Et de petits modèles, ça se marche comme ça. Les particules collisionnent, après elles passent à travers des détecteurs. C'est des détecteurs à gaz, des compteurs GGR, des compteurs à silicium, tout type de molécules, de détecteurs. Et après, on sort l'information avec des fibres optiques. En fait, il y en a 60 000 fibres optiques pour sortir l'information. Après le traitement, après le pré-traitement. Voilà. Ensuite, les données passent dans un système qui s'appelle Trigger and Data Acquisition. Ça veut dire ça, c'est la partie qui fait la sélection, où on a 1 microseconde pour le faire. Et après, il y a une ferme à peu près de 2000 ordinateurs qui font un autre traitement. Et uniquement quand tout ce traitement a été fait, finalement, on envoie les données au centre de calcul. Et c'est dans cette machinerie qu'on fait justement la sélection et la réduction de données. Malheureusement, je vois qu'il me reste pas assez de temps pour expliquer les détails. Là, c'est très joli parce que là, on a un système qui fonctionne avec des pipelines. Mais je vais quand même le faire. Je ne peux pas résister à vous le montrer quand même. Alors, on va voir si ça marche. Oui, voilà, ça marche. Alors, là-dedans, on a un système qui fonctionne comme ça. Chaque fois qu'on a un événement, c'est digitalisé, toutes les informations, et ça passe dans un pipeline. La raison pourquoi c'est stocké, c'est parce que pendant qu'on est en train de réfléchir, d'essayer de prendre une décision à ce niveau-là, il ne faut pas perdre les autres collisions. Parce que si vous perdez cette information, vous ne pouvez plus après la reprendre. Ça veut dire que toute la partie fonctionne comme un pipeline. Et à la fin de la décision, je vais accélérer ça un petit peu pour ne pas vous faire trop de temps. Ça va tac, tac, tac. Et faites attention là, il y a un petit signal qui va sortir à un bon moment donné qui va dire je prends ou je ne prends pas. Alors quand il y a un signal rouge, tac, on rejette, le vert, boum, on l'a pris. Et puis on passe dans la ferme pour les stocker. Et après ça passe à l'acquisition centrale. Et ça veut dire ça c'est vraiment ralenti. Ça se passe avec 40 MHz tout le temps et sur tout le détecteur. Et c'est avec ce système-là qu'on fait justement, ça recommence tout doucement. Voilà. Alors, voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette réduction-là, on remonte les données des 4 expériences par fibre optique. Ça, c'est les chiffres initiaux qu'on a initiaux. En fait, maintenant, on monte jusqu'à 4 gigaoctets par seconde là-dedans. Ça veut dire un DVD chaque seconde. Et ça arrive au centre de calcul, ça sera stocké, et ensuite, on doit le passer sur le monde entier. Alors, on a un système hiérarchique qu'on appelle la tier 0, ça c'est le CERN. Ensuite, vous avez 11 instituts distribués dans le monde entier. Il y en a un qui est à Lyon pour la France, c'est IN2P3 à Lyon. Il y en a 2 aux États-Unis, un au Canada, et un 7 en Europe et un au Taïwan. Et on envoie ces données-là automatiquement, directement, avec des fibres optiques qui sont à 10 gigabits par seconde, chacune des fibres. Alors on a 11 fois 10 gigabits par seconde, on est en train de monter à 20 gigabits par seconde, on est doublant, on a déjà fait des tests avec 40 gigabits par seconde, c'est ce qu'il faut pour pouvoir envoyer les données partout. Et ensuite, pour la couche tier 2, où il y a 120, 130 centres de calcul maintenant, on utilise les réseaux standards, les réseaux scientifiques qu'on trouve dans chaque pays. Voilà. Alors une fois que ces données sont dehors, en fait, après un pré-traitement au CERN,
Le rôle du tier 0 du CERN, c'est en fait de stocker toutes les informations. On stocke typiquement, on store sur disque et bande magnétique 15 à 20 pétaoctets par année. Qu'on garde sur bande magnétique parce que c'est moins cher que des disques. Les autres instituts prennent une deuxième copie et la stockent également. Si jamais chez nous on a un pépin, on peut reprendre les données, c'est moins cher que faire marcher l'accélérateur à nouveau. Alors, quelques vues du centre de calcul, quelques chiffres. On a 8000 systèmes serveurs, on a à peu près 50 000 CPU, ça change tout le temps. Et si vous n'êtes pas le centre de calcul pendant 2 semaines, vous revenez, vous ne reconnaissez plus, tout le temps les choses reviennent, ça vient par camion. 45 pétaoctets, c'est juste au CERN, hein, uniquement au CERN, le reste c'est à l'extérieur. 50 000 unités de disques et on a autour de 40 maintenant pétaoctets sur bande magnétique. Ça représente à peu près 15% de la capacité totale de la grille informatique pour cette entreprise. Voilà quelques photos de la salle. Il y a beaucoup de boîtes qui font beaucoup de bruit et qui consomment beaucoup de courant. Le centre de calcul a besoin de 5 MW, 3 MW pour les machines, 2 MW pour le refroidir. C'est pas très bon comme rapport, mais c'est un vieux centre de calcul qui a 35 ans. Et puis, on est en train de regarder maintenant une nouvelle solution avec une partie on a déjà, avec refroidissement par eau. C'est beaucoup mieux que l'air. L'air, c'est pas très bien pour refroidir les machines. Voilà, ça c'est la partie réseau. Là, on a quelque chose comme je pense une centaine de terabits par seconde pour une bande passante comme backbone pour pouvoir faire parler tous ces disques et ordinateurs ensemble. Voilà, c'est une base de données, high availability. Joli picture, voilà, c'est une partie de la centre de calcul. Derrière, on ne voit pas, il y a un autre étage en dessous. Voilà. Alors, les premiers résultats, il y en a. Alors, imaginez-vous une expérience comme l'expérience Atlas, une des 4. 2900 physiciens, 174 universités, 34 pays, qui ont travaillé pendant 20 ans, qui ont tout mis ensemble, calculé, simulé, testé, vérifié. Et bien, à un certain moment donné, on met les trucs sous tension et on voit les particules et ben, ça a fonctionné. C'est ça ce qui s'est passé dans la salle de contrôle. Et pourquoi ils sont tellement excités? Parce qu'ils ont vu ça. Ça, c'est une collision qui a été prise le 30 mars 2010. C'est la première fois avec cette grande énergie. Et là-dedans, en fait, c'est une image ordinateur du détecteur, mais où l'informatique a enlevé tout ce qui était autour et a uniquement dessiné les parties des éléments qui ont été touchés par les particules. C'est comme ça que ça se voit. Et je vais vous montrer un deuxième événement. Là, c'est très joli parce que là, ce qu'on cherche toujours des particules qui sont, pendant la collision, qui vont vers l'extérieur. Et ça, c'est un candidat d'une particule qui s'appelle W. C'est pas nommé près de moi, parce que Wolfgang n'a rien fait avec moi. En fait, c'est une particule qu'un de nos collègues a trouvée en 1984. Et lui, un des collègues qui a fait l'accélérateur, a eu le prix Nobel. Alors, ils ont pris des années pour trouver une particule comme ça. Maintenant, on les a en masse, on les prend pour calibrer l'appareil. Voilà, ça c'est les progrès un peu de la science. Alors, ce qui est intéressant, là, vous savez, je ne vais pas parler de la précision. Dans encore quelques minutes, je vais peut-être vous parler un peu de la précision. Vous avez un appareil qui est 50 mètres de long. Ce que vous voulez, c'est une précision de quelques microns. C'est 1 par rapport à 1 million. C'est à peu près la même... c'est le même nom, en fait, oui. C'est le même rapport à peu près comme vous avez dans une puce. En fait, quand on a eu la visite de Craig Barrett, qui était le chef de Intel, le chairman of the board, est venu au CERN, et puis il a regardé ça, il dit « It's exactly as the chips that we are doing ». Même rapport, c'est très intéressant. Alors, comment vous pouvez régler mécaniquement un appareil à 5 microns? C'est pas possible mécaniquement. Vous arrivez peut-être à 1 millimètre, demi-millimètre, pas plus. En plus, avec le temps, ça bouge. Il y a des températures qui changent. Il y a la Lune. La Lune autour de la Terre. Quand ça passe, il n'y a pas uniquement les marées, voilà. Je vous remercie. Les marées, mais il y a aussi les marées de la Terre qui bougent. Alors il y a tout le bâtiment, ou la caverne, aussi ça bouge. Alors vous n'avez aucune chance d'aligner ça correctement. Alors qu'est-ce qu'on fait?
On a pensé à ça aussi. On prend les particules elles-mêmes. D'abord, on commence avec des particules des rayons cosmiques, des mu, qui viennent du cosmos, et avec très haute énergie, ils font des traces tout droit. Imaginez, vous avez un détecteur qui a plusieurs couches. Et ça passe à travers. La particule fait ça, ça, ça et ça. Non, c'est pas la particule, c'est le détecteur qui est déplacé. D'accord? Alors vous faites une correction. En informatique, on ne va pas pousser le détecteur parce qu'on ne peut plus accéder, parce qu'il est bien caché en bas. Et on fait des corrections. Si vous avez suffisamment de particules de tous les côtés, on arrive à aligner ça avec des corrections. On peut corriger des trucs pour la température, les tensions, les pressions et tout ça. On a à peu près 1 million de paramètres supplémentaires en dehors des images qu'ils ont enregistrés tout le temps et suivis et envoyés d'une monstre base de données au CERN aussi vers le reste du monde pour justement pouvoir faire des corrections. Alors tout ça c'est techniquement assez compliqué, assez intéressant et on fait ça justement pour pouvoir nettoyer cette caméra dont c'est pas des lentilles qui sont vraiment propres, c'est des toutes petites lentilles, il y en a beaucoup et il faut les ajuster les unes contre les autres. Voilà, ça c'est un peu des détails techniques mais qui sont intéressantes. Voilà. Alors, depuis mars 2010, les 4 expériences ont pu prendre une quantité d'impressions de données. Seulement en l'année 2010, on a stocké 20 pétaoctets. Les détecteurs ont été calibrés et ce qu'on fait d'abord, on mesure tout ce qu'on connaît déjà dans la physique. Tout ce qu'on a découvert des années en arrière. Alors si on ne peut pas reproduire les mêmes effets, comment peut-on croire qu'on a fait une découverte ? Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'on connaît déjà. Et ça a été fait pour toutes les particules qu'on a jusqu'à maintenant. On a pu les reproduire et les revoir dans le LHC. En 2011, nous avons déjà maintenant dépassé les quantités de données qu'on voulait prendre, mais on a encore du faisceau jusqu'à décembre. Ça veut dire ça promet, la machine tourne très très bien, on est très content. Et d'après mes collègues, s'ils ont raison, moi personnellement je ne peux pas juger, ils disent d'ici 6 mois à 12 mois, on devrait faire des découvertes. Keep your fingers crossed. Je ne sais pas si c'est vrai. On verra bien. La presse en parlera si c'est le cas. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Ce Higgs, ce fameux Higgs, qui est caché, bien caché quelque part. Alors, on mesure statistiquement, on regarde, et quand on voit des signatures comme ça, alors on prend ça et on fait le plot contre la masse. Et normalement, c'est cette ligne-là qu'on devrait trouver. Mais si jamais ce Higgs est vraiment là, on devrait trouver une petite bosse. Évidemment, il faut le trouver au bon endroit et à la bonne quantité parce qu'on a fait les calculs où ça devait être. Mais le Higgs peut se transformer en 2 rayons gamma, mais d'autres particules aussi. Alors on trouvera, il y a différentes possibilités. Alors justement, tout le monde est en train de regarder devant les écrans, ils font des analyses dans le monde entier, ils sont en train de chercher ça, exactement ça. Et si c'est vraiment confirmé, il y a des publications, il y a des champagnes qui vont ouvrir, etc., etc. Voilà, et j'espère que ça se passera d'ici quelques mois. Voilà, évidemment, on a besoin de la grille de calcul. Ça, c'est une image que je pourrais montrer live, mais je ne pense pas que le réseau est assez rapide pour le faire. En fait, c'est un overlay sur Google Earth qu'on utilise. Et toutes ces petites boîtes que vous voyez, c'est des centres de calcul partout. Et les lignes, c'est les données qui sont échangées. On peut voir ça live. Il n'y a pas de secret. On peut, si quelqu'un est intéressé de voir ça sur son ordinateur, je peux vous le montrer. Voilà. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup de votre attention. Alors, s'il y a des questions, soit au Maroc ou ici, je suis prêt, si je peux, à répondre à vos questions, je ferai volontiers. Oui, nous avons une question ici. Ah oui, on commence. Qui On commence par le Maroc, alors oui. On n'est pas encore au CERN, mais on a droit aux questions quand même. Oui. Allez-y. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation qui était impressionnante. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est vous utilisez combien de centrales nucléaires pour alimenter votre centre? Première question. Ma deuxième, c'est concernant toutes les théories de science-fiction. Il y a des personnes qui sont... il y a des films, des documentaires, il y a même des livres
qui sont un peu suspicieux un peu par rapport à cette expérience, qui disent peut-être la découverte c'est le trou noir, c'est l'apocalypse, je sais pas quoi. Donc j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Merci pour votre question. La première, combien de centrales nucléaires? Je pense que c'est 10% d'une centrale à peu près, ou 20%. On a, quand la machine fonctionne pleinement, on a à peu près 200 mégawatts qu'on utilise. Alors c'est à peu près 20% ou 15% d'une centrale à peu près. Concernant le trou noir, oui, il y a eu beaucoup de discussions dans la presse il y a quelques années. Et puis, il y a des gens qui ont essayé même d'empêcher l'expérience de commencer. Il y avait 2 Américains à Hawaï qui ont pris la Cour de justice et puis qui ont essayé d'empêcher les Américains à travailler avec nous. Il y a un compatriote en Allemagne qui a eu les mêmes idées un peu farfelues, qui croyait que ça pourrait faire disparaître la Terre. En fait, on a, pour répondre, il faut quand même prendre ça au sérieux, on a mis en place une commission internationale de scientifiques qui ne faisaient pas partie du projet et qui ont regardé exactement toutes ces questions-là, et leur conclusion était clairement que ce n'est pas pensable avec tout ce qu'on sait, c'est inimaginable. Maintenant, côté amusant, c'est qu'évidemment cette question est souvent posée par les journalistes. Et ma réponse, qui n'est pas très scientifique, je dirais, est de dire aux journalistes, imaginez-vous qu'on aura vraiment un trou noir et vous ne pouvez plus écrire dessus. Le plus grand événement, et un journaliste ne peut pas écrire, c'est quand même triste. C'est par contre, côté positif, on sera tellement proches ensemble, toute l'humanité, alors réunie dans le trou noir. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une solution, mais évidemment, ce n'est pas la réponse sérieuse. Ouais. Je pense qu'il y a une question ici, oui, monsieur. Oui, c'est... Allô ? Oui, j'avais une autre question, c'est... Donc là, il y a toutes les données qui sont passées sur tous les centaines de centres de calcul. Et comment ils font les calculs? Est-ce qu'ils essaient de les faire tout de suite à la main, en mémoire, avant de stocker, ou comment ça se passe? Oui, alors il y a plusieurs parties. La première chose qu'on fait, ça s'appelle la reconstruction. Ça veut dire qu'on va prendre tous ces pixels individuels qu'on a mesurés. Il y a tout un amas de particules qui passent là-dedans et on essaie d'en trouver les traces et les convertir en des paramètres qu'on appelle les 4 vectors. Alors c'est les 3 dimensions plus l'énergie, l'impulse de la particule. Une fois qu'on a ces données-là, on fait une analyse statistique qui est faite selon les thèmes, parce qu'il y a du groupe qui s'intéresse à tel phénomène de physique ou à d'autres phénomènes, ou à des phénomènes qu'on ne connaît pas encore. Parce que l'important, c'est de savoir, si on veut faire une découverte, des choses qu'on n'a pas pensées avant, ne pas rater ça non plus. Alors, des différents groupes, dans les expériences, évidemment, on garde ça pour eux, à l'intérieur de l'expérience. Et une fois qu'ils pensent qu'ils ont trouvé quelque chose, ça passe à un board, à l'intérieur de la collaboration, d'une expérience, et c'est mouliné, et chacun regarde, vérifie, et uniquement quand tout le monde est d'accord, quelqu'un peut publier. Ce n'est pas un qui par hasard trouve le premier qui peut publier, parce qu'il y en a 2900 qui ont contribué à payer, construire pendant 20 ans. Alors la propriété intellectuelle de ce résultat appartient à tous d'une expérience. L'autre expérience fait la même chose en parallèle. Il y a une petite compétition évidemment. Alors ceux qui en trouvent d'abord, c'est toujours mieux. Voilà. Mais c'est vraiment fait au niveau de petits groupes, relativement petits groupes, mais qui après ramènent les informations au niveau de la collaboration. Évidemment, ça communique par tous les moyens, le web évidemment qu'on a inventé en 1989, parce que justement on avait des problèmes semblables et une byproduct, c'était le web qui est gagné justement dans ces expériences. C'est le même software dans tous les centres? Alors non, justement, la question, est-ce que c'est le même software partout? Oui, il y a par expérience, il y a certaines tâches de base de reconstruction qui sont écrites par les physiciens eux-mêmes avec l'aide du département IT. Et c'est eux, après, qui distribuent ce logiciel dans la grille informatique. En fait, ce qu'on fait, c'est les expériences qui placent les données à certains points stratégiques dans cette grille. Et le système de la grille sait à quel endroit se trouvent quelles données. Et c'est les jobs qui vont aller vers les expériences. Alors, la petite photo que j'ai montrée là avant, si vous regardez là en haut, on n'en voit plus. Alors, on a exécuté à peu près, à peu près 100 000 jobs qui sont exécutés en même temps. Un job, c'est typiquement un calcul qui dure 8 heures. Et la dernière mesure que j'ai vue là cet après-midi, on a passé 8 gigabytes par seconde en permanence, qui sortent du CERN, qui vont à 2 DVD par seconde.
Est-ce que ça répond à... Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois mal dans la salle. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Ah, oui. Je ne sais pas qui est d'abord. J'ai une question. Oui, en fait. Oui, allez-y. Merci pour la présentation. Un projet sur une vingtaine d'années avec 2900 physiciens, une centaine d'universités, et on arrive à livrer. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la structure projet pour pouvoir livrer ça? Oui, ça c'est très intéressant. En fait, c'est plus que 20 ans, ça a pris 20 ans pour le faire. Après, pour l'exploiter, c'est encore 15 ans, à peu près, peut-être 20 ans. Ça veut dire que c'est la carrière entière d'un chercheur. Et en général, ceux qui étaient là au début ne sont jamais là à la fin, et vice-versa. Alors, en fait, c'est une collaboration entre amis. Il n'y a pas un chef. En fait, le chef de l'expérience s'appelle le spokesperson, mais en vérité, c'est le chef. Mais c'est un coordinateur qui est élu par la collaboration. Ça veut dire les scientifiques, tous ceux qui ont contribué, qui ont un vote, ils vont voter pour un chef de l'expérience. Et si jamais ça ne leur plaît pas après 2 ans, parce qu'il ne s'est pas comporté comme il faut, ben, il est remplacé par quelqu'un d'autre. C'est très démocratique. Alors, évidemment, les gens passent beaucoup de temps à se parler. Il y a toutes sortes de moyens de communication. On a fait énormément de vidéoconférences. Évidemment, les gens viennent à Genève, les Genevois ils vont ailleurs, les gens se trouvent dans les pays. Et puis, il y a beaucoup de discussions pour décider, pour prendre des décisions, pour monter un tel appareil. Parce que, imaginez-vous, quand vous voulez mesurer certains types de particules, les pions, par exemple, ou les protons ou des électrons, il y a toujours 5 méthodes différentes. Alors au début, chacun dit « moi j'ai la meilleure méthode », l'autre dit « non, la mienne est meilleure ». Alors on fait ça en parallèle. Il y a plusieurs qui commencent à monter des prototypes et les mettent dans un faisceau existant, ils mesurent. Et après, il y a un peu cette bataille amicale, évidemment, à l'intérieur d'une expérience pour sélectionner la meilleure solution technique que les autres acceptent après. Mais c'est un processus qui est c'est beaucoup de consentement et de conviction. Il n'y a pas un qui dit, voilà, ça se fait comme ça. Et parfois, évidemment, c'est aussi le financement qui décide, parce que quelqu'un qui amène les sous, qui peut dire, voilà, je peux financer cette partie-là, il a peut-être un peu plus à dire que l'autre qui a juste des bonnes idées, mais qui n'a rien derrière lui, hein, quand même. Alors, ça se fait avec du consensus. Mais c'est quelque chose qu'on a exercé depuis plus que 50 ans. Au début, les expériences étaient petites. Moi, j'ai commencé dans une expérience qui avait 20 personnes. On connaissait tout le monde. On était invité chez le chef, madame faisait des pâtes à la maison et tout ça. Maintenant, 2900 à la maison, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, mais après, le nombre d'expériences a diminué. Au début, le CERN avait 50, 60 expériences en même temps. Maintenant, on en a 4. Bon, il y a encore quelques autres autour. Grande expérience, ça veut dire le nombre d'expériences descend, le nombre de physiciens a augmenté. Ça devient plus en plus cher. Ça veut dire qu'il faut aussi que les autres pays, tous les pays contribuent un peu. Et chacun amène sa partie de l'expérience. Et c'est un long processus où les gens ont appris pendant des années comment travailler ensemble. Voilà, mais c'est démocratique. Ouais, et ça fonctionne. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des pertes, c'est clair. On n'est pas efficace toujours. Par contre, aussi, les gens ont le droit de comprendre, d'apprendre, de former des jeunes. Dans une expérience comme ça, il y a plus que 1000 thèses qu'ils ont fait actuellement. Voilà, la jeunesse est formée là, et la plupart de ces gens-là ne vont pas rester dans la physique. Ils vont même dans les banques, dans les assurances, ils vont dans les sociétés informatiques, ils vont un peu partout, parce que les gens ont une très bonne formation et peuvent trouver des jobs assez facilement après. Et c'est aussi une des tâches que nous avons, de former les jeunes. Et je pense que c'est très important pour la société.